Le poteau de Dato, aujourd'hui, j'ai un invité de marque, un acteur. Il n'y a pas que des boxeurs qui sont acteurs de ce joli sport, mais aussi il y a des arbitres qui font ce sport. Les Boudato, aujourd'hui, j'ai un arbitre de boxe, un arbitre chez les amateurs et chez les professionnels. Il vient de Martinique et vous allez l'entendre avec son accent joli, un accent chantant. Il s'appelle Claude Simonet, le poteau de Dato, un arbitre de boxe. Bonjour Claude, comment ça va? Bonjour les Poudato, ça va? Alors, les Boudato, je vais vous mettre dans le contexte. Claude, il m'a envoyé un message sympathique sous la vidéo, comment te contacter. Il voulait juste échanger avec moi, tu vois. On est tous les deux on aime ce beau sport qui est la boxe. Et puis, voilà, je lui ai envoyé un mail, au téléphone, etc. Et on a discuté. Et on a discuté sur plein de choses, sur la boxe, etc. Et justement, il y a un thème qui préoccupe Claude, que ça le touche, voilà, c'est la santé des boxeurs avant tout. Il a dit cette phrase et je me suis dit, bah écoute, Claude, on va faire une vidéo si tu veux bien. Et j'ai le titre, je vais mettre ce titre-là et puis donc la santé des boxeurs, leur sécurité préoccupe vachement Claude, bah comme nous tous. Et on voulait échanger sur ça. Claude, ce que tu as dit aussi, ça m'a, j'entends pas ça souvent. Tu as dit que tu as commencé la boxe et tu as arrêté. Je te laisse raconter cette histoire, elle est sympathique. C'est pas que j'ai arrêté, mais en tout cas, par rapport aux possibilités que j'avais et par rapport aux gens qui croient. T'avais quel âge, Claude? T'avais quel âge? J'ai commencé la boxe éducative à l'école, j'avais 14 ans et demi, 14 ans, 14-15 ans. Et puis, bon, on commence à prendre de la puissance. Et quand je commençais à grandir, vers 19 ans, 18-19 ans, eh ben, on me disait, ben, il faut que tu t'affirmes. Moi, c'était vraiment un plaisir. C'était plus une thérapie. Ce que ça m'a apporté, hein, en gros, la boxe, ça m'a décoincé, ça m'a délié physiquement. Je jouais au football, je faisais du basket, mais la boxe, ça m'a donné la coordination. Au niveau des mains, savoir faire bloquer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entraînement et beaucoup d'exercices. On n'en parle pas assez. Le medicine ball, le jeu des esquives, le déplacement, que les professionnels devraient travailler un peu plus. Hein. Et ça m'a apporté une coordination comme jamais. Et ça m'a délié. Et ça m'a délié aussi l'esprit. Mais c'était secret. Je ne pouvais pas en parler aux gens parce que les gens, ils ma famille autour de moi, ils imaginent la puissance, la frappe, l'enclume, on donne et on reçoit. Ah non, il y a tout un monde abstrait, enfin concret, mais je veux dire, il y a des exercices. Et enfin, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de coordination, même dans ma posture, dans ma démarche. J'étais adolescent aussi, je me cherchais. Mais et j'ai dit merci. Et j'avais un bon professeur aussi à qui je rends hommage. Et voilà. Et j'ai vécu cette expérience une deuxième fois dans ma vie. C'est quand je me suis mis au piano. Cette expérience de coordination, de me délier, de me décoincer, parce que je jouais, par exemple, je jouais de la main droite et de la main gauche les mêmes notes. J'arrivais pas à jouer de la main gauche une note différente de celle de ce que j'appuie sur la main droite. Et je me suis forcé, voilà, et c'est de la coordination. Et je trouve que, en plus, la deuxième chose, c'est qu'il y a cette approche en boxe qu'il n'y a pas dans les autres, dans le cyclisme, qui sont des sports, je veux dire, honorables, authentiques. C'est que dans la boxe, on rentre dans le champ, j'appelle ça l'espace vital de l'adversaire. On est peut-être au loin, hein, mais à un moment, on va dans son espace vital. Il faut franchir cet espace et on est près de son ventre, près de ses poings, près de tout. Et ça, c'est un moment, on ne peut pas l'expliquer, mais cette entrée-là, dans ce moment, dans cette approche, dans cet espace-là,
ça vous apporte énormément quand on est un peu timide ou quand on est, voilà, rien ne peut remplacer ça parce que on s'expose, on va prendre des coups. Si en plus on est regardé, on est observé, donc on va prendre des coups devant les gens. Donc voilà, il va falloir compenser. Voilà, on va beaucoup plus vite dans l'affirmation de soi par le jeu de la boxe que par un autre sport. Voilà. Alors ça, vas-y. Enfin, voilà ce que ça m'a apporté. Et puis après, quand il s'agissait de m'engager, oui, j'ai fait des combats amateurs, mais pour mon plaisir, pour le spectacle, pour monter. Mais ce qui me retenait, il y avait une petite voix, attention à ton avenir, parce que si tu prends un coup de trop ou mal placé, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau, parce que je m'intéressais, et j'avais aussi lu beaucoup, ça m'intéressait tellement que je lisais la biographie de Monzon, de Boutier, de tous ces boxeurs. Je prenais un billet d'avion quand j'ai commencé à travailler pour aller voir boxer mon ami Daniel Londas, martiniquais, qui faisait un championnat de France. Et j'étais le seul à prendre l'avion pour aller le voir à Reims, par exemple. Et puis, je revenais après pour mon travail en Martinique. Mais c'est parce que, voilà, c'était mon hobby. Et donc, mais ce qui me retenait, et moi, bon, c'est peut-être une lâcheté, mais pour moi, ça a été une décision intelligente. Mais en même temps, ça augmentait mon admiration pour ceux qui allaient sur le front, qui allaient au charbon. Pas ceux qui prenaient des coups bêtement, mais ceux qui acceptaient de prendre des coups pour pouvoir exprimer leur art. Et ça, parce que un peintre, bon, d'accord, il va aller sur un tableau, mais un boxeur, pour exprimer son art, il faut qu'il passe la haie, la punition d'être bon. Tu vas être puni pour être bon. Et voilà, bon, ça me fait penser aux grandes histoires d'amour. C'est beau, mais qu'est-ce qu'il faut souffrir pour atteindre. Et donc, voilà, donc ce qui fait que j'étais toujours un peu retenu et je me suis pas lâché. Et ça se sent aussi dans mon style quand je boxe. Par contre, j'ai compensé en m'intéressant à tout ce qu'il y a autour, les techniques, la psychologie, voilà, la taille des boxeurs, l'origine. Juste Claude, excuse-moi de te couper, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit cette phrase qui est pas commune et on entend rarement, j'ai presque jamais entendu. Tu as dit, je me retenais. Donc au combat, aux entraînements, au sparring, tu retenais tes coups en fait, c'est ça, de peur de blessure. Non. Quand je dis je me retenais, ça c'était la conséquence du fait que je devais faire attention à ne pas prendre un mauvais coup ou un coup mal placé ou un coup, ça m'est déjà arrivé. Donc et c'était pas finalement plus grave que ça. Hein. J'ai été dans le tirage. Au contraire, c'est une expérience. J'ai vu ce nuage blanc dont Monzon parle quand il se fait toucher par Benny Briscoe et qui regarde l'horloge. Là, il voit un nuage blanc et il tombe pas. Moi, je l'ai vu, ce nuage. Et comme j'ai vu le rayon vert du coucher de soleil, il est très tard, je l'ai vu une fois. Et j'ai vu ce nuage. Et puis, je m'en porte pas plus mal, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que connaissant les séquelles après, sachant que les cellules du cerveau ne se reproduisent pas, enfin, comme les cellules des autres cellules des autres organes du corps humain, donc c'est une perte nette. Alors je me dis, non, faut pas jouer avec ça, quoi. Et sachant comment c'est fragile, donc malgré toutes les précautions, et je sais que le monde entier, la médecine s'est penchée sur ça, mais il ne trouve pas comment protéger le cerveau du choc, du coup, de l'impact. Et
en même temps, on sait comment protéger bon, l'épaule, les os. Bon, on peut faire une opération après pour rectifier. Voilà, le foie un peu. Mais le cerveau, il n'y a pas, il y a pas de contrepoison, quoi. Et alors, je me dis, bon, ben voilà. Et alors, ça avait pour effet que je ne me lançais pas. Non, je ne me retenais pas, mais c'est vrai que je ne frappais pas non plus d'emblée, par exemple. Souvent, il fallait me chercher pour que je réagisse. On me disait, mais tu n'es pas assez méchant. Mais jusqu'à présent, je dis, mais pourquoi être méchant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a inventé? Pourquoi il faut être méchant? Mais jamais de la vie. Tu peux être gentil et être champion du monde. En plus, ce sont des gens adorables. Quand on voit des gens comme Marcel Cerdan, enfin, je ne connais pas non plus comment je ne sais pas comment il était dans sa famille, mais quand on voit certains boxeurs, ils sont adorables. Par contre, quand ils sont professionnels, quand ils y vont, ils y vont. Et en dehors, dans la vie, ce sont des gentlemen. Donc, bon, et puis chacun son style. On va avec sa personnalité. Et on devient champion avec sa personnalité, qu'on soit méchant, gentil. Et voilà. Donc, ça avait pour conséquence. Et puis aussi, c'est vrai que ça m'a amené à avoir peur des coups. C'est-à-dire que je n'aimais pas prendre un coup. Pour moi, c'était, bon, physiquement, peut-être, mais c'était aussi un affront. C'est surtout l'affront de prendre un coup. Je ne sais pas. Et donc je me déplaçais en conséquence. Et je pense que il faut, même certains boxeurs, je pense à toi, mais bon, mais d'autres boxeurs, il faut s'habituer. Il y a des boxeurs qui ne savent pas frapper en prenant des coups. Et s'ils règlent ce problème-là, ils deviennent champions du monde. Mais tu ne peux pas non plus t'entraîner à prendre des coups parce que tu te diminues, tu seras affecté au niveau de ton cerveau. Alors, il faut s'habituer à prendre des coups qui ne sont pas donnés forts, à les voir venir. Quelque part, prendre le risque, ce risque-là. Non, mais par contre, ça c'est ma technique, c'est ma stratégie. Je vois un boxeur, quand j'entraîne des boxeurs, des jeunes, je leur dis, ben voilà, toi tu vas le frapper, et pendant que tu es frappé, pas frappé fort, tu vas le toucher au visage, tu le touches. Et toi, pendant que tu es touché, tu remises. C'est au début, c'est embryonnaire, c'est pour t'habituer à frapper quand tu vas et pendant que tu prends des coups. Parce que sinon, on traîne ce défaut jusqu'à la fin de sa carrière. Et petit à petit, même les muscles vont s'habituer à amortir ces petits coups. Et quand le coup sera plus puissant, on sera habitué aussi à l'amortir, à l'appréhender et surtout à remiser pendant qu'on se fait frapper par un puncher qui est peut-être plus faible que toi, mais que tu peux pas remiser parce que en deux coups, il te neutralise, il t'empêche, il neutralise ta boxe, je veux dire. Donc, bon, enfin, ça, c'est une petite aparté. Mais surtout, ne pas comment dire, ne pas s'entraîner à recevoir des coups puissants à la tête. Non, ça jamais. Et c'est cette nuance-là, c'est cette subtilité-là qu'il faut avoir avec la boxe, en ayant en tête qu'il faut protéger cette partie sensible du corps. Justement, Claude, tu as dit cette phrase, au départ, tu as dit c'est peut-être lâche de ma part. Alors, pas du tout. C'est pas une lâcheté de pas vouloir continuer, en pensant à sa santé. Et justement, ma question est suivante, c'est que c'est rare quand même. Enfin, non, c'est pas rare que les jeunes qui viennent à la boxe et puis voilà, ils pensent à leur carrière un petit peu professionnelle, autre que dans la boxe, et puis ils partent. Alors que toi, tu es resté quand même, t'es amoureux de la boxe, tu es resté, t'as fait ta carrière aussi, en tant qu'arbitre, donc t'es resté dans ce monde. Et ma question est, qu'est-ce qui t'a amené sur ce terrain de réflexion à cet jeune âge à se poser cette question et se dire, bah,
c'est quand même dangereux. Hein. C'est quand même le cerveau, c'est pas un bras, le muscle du biceps qui va se régénérer, etc. Qu'est-ce qui t'a amené cette réflexion que tu as eue? C'est parce que quand, quand on a su que je faisais de la boxe, de ma famille, c'était pas trop leur style, quoi. C'est comme beaucoup de familles. Hein. C'est comme la mienne aussi à l'époque. Donc, les gens ont commencé à parler de boxe autour de moi et j'avais plusieurs sons de cloche. Le son de cloche surtout de ma proximité. Attention, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas à ta perte, voilà, etc. Et donc, je me suis posé là et j'avais un professeur de boxe qui nous a expliqué. Il avait une très bonne pédagogie. Il nous a expliqué le système du chaos. Et voilà, et qu'il fallait éviter ça. Et voilà, quand le liquide qu'il y a dans le cerveau est en mouvement et qu'il touche les deux parois gauche et droite, ça se déplace, ben ça fait un court-circuit, comme l'électricité. Voilà, vous mettez de l'eau sur deux câbles et que c'est très, comment dire, c'est très fragile. Et puis après, bon, je me suis voilà, peut-être mes lectures sur des boxeurs, des anciens boxeurs. Et pourtant, j'ai de l'admiration, c'est-à-dire que quand je vois un boxeur sonner, mais qui s'exprime, ce qu'il dit, il va le chercher loin, mais peut-être qu'il n'a pas le débit qu'il faut, voilà, l'intelligibilité, voilà, il n'est pas orateur parce qu'il est affecté au niveau du cerveau, mais et ça voilà. Bon, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait dans ma vie. Je me dis, il vaut mieux mettre les chances de ton côté. Et physiquement, j'avais pas beaucoup d'atouts non plus physiquement, donc bon, je sais pas. C'est une question. Et puis, je pense aussi que c'est une question d'humanisme. C'est-à-dire que voilà, c'est protéger. À quoi ça sert de diminuer quelqu'un inutilement? Parce que qu'est-ce qu'on va en tirer? Sauf quand il y a une ceinture au bout du compte, il y a une bourse. Ok, on est professionnel, c'est le but. Mais s'entraîner ou entraîner des jeunes ou avoir un poulain et le laisser aller à sa perte? Non. Moi, je dis non. Quand je dis que beaucoup d'entraîneurs devraient arrêter leurs boxeurs bien avant ce qu'ils le font, voilà, bien plus tôt. Et je me permets de te couper là, parce qu'en fait, s'il n'y a pas ces jeunes-là, il n'y a pas non plus des professionnels, parce que c'est eux qui deviennent pros. Mais là, ce que tu veux dire par là, c'est que quand le boxeur, on voit que malheureusement enfin tout le monde, ou heureusement, je sais pas, tout le monde ne peut pas être champion. Et puis il y en a beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout d'atouts. Et puis les entraîneurs les envoient quand même au casse-pipe, au charbon. Allez, va boxer. Alors que ils vont faire un combat. De toute façon, ils vont pas continuer dans la boxe. Et il faut pas les faire boxer. Ils vont prendre des coups inutilement, même si c'est chez les jeunes, mais quand même, hein, voilà. Le cerveau aussi, il est jeune, donc un petit coup, ça peut nuire au cerveau, à la santé. Et je pense à ces entraîneurs qui voient que leur boxeur ne vaut pas le coup à les faire boxer. Il faut leur dire clairement, ne va pas. Ça c'est une option, mais je ne vais pas jusque-là parce que en même temps, c'est frustrer un jeune de se développer parce que la boxe vous apporte, la boxe ça vous sort de la rue, ça vous sort de vous-même, mais ce que je veux dire c'est que beaucoup plus loin, non, il faut laisser un boxeur même s'il n'a pas beaucoup d'atouts exprimer son art, s'exprimer ses qualités physiques, le peu de qualités qu'il a, quel que soit. Par contre, dans le moment présent, quand il y a danger et qu'on peut, parce que parfois c'est trop tard, on peut pas, ça va tellement vite un coup, donc on peut pas, même un arbitre, on a du mal à intervenir. Et
mais quand qu'on voit que ça ne va pas, eh bien, il faut avoir le réflexe, la préparation psychologique pour arrêter et ne pas se laisser influencer par le qu'en dira-t-on, par les dires du public qui souvent ne connaissent rien, je veux dire, à la boxe en elle-même, qui ont des réactions primaires, ce que je comprends, hein, puisque eux aussi, ils aiment bien voir le spectacle, mais plus loin, et ça concerne les entraîneurs, qui d'autres que eux peuvent le faire, ça concerne l'arbitre, et c'est déjà pas facile pour l'arbitre, parce que lui, l'arbitre, il est observé et sanctionné, enfin, par le public, si jamais il a mal pris la décision. Et, et, euh, et donc, je veux dire, à ce niveau-là, il faut intervenir pour protéger le boxeur, pour protéger le boxeur, le garçon, l'homo sapiens. Ça aurait pu être votre fils. Voilà, la personne est comme si c'était nous, quoi. Et, et je trouve que ça, les entraîneurs n'y pensent pas. Alors, ils se Justement, disent sur l'arbitre. justement, Claude, on est passé à l'arbitrage. Dis-moi, est-ce que le fait d'avoir pratiqué, hein, peu importe le nombre de combats, mais d'avoir pratiqué la boxe et puis surtout prendre des coups, tu nous as dit que tu as pris un coup où tu étais un petit peu, voilà. Est-ce que ça aide aux arbitres à mieux voir, à mieux analyser les boxeurs? Est-ce que ça aide d'avoir été le boxeur et d'avoir pris les coups? Est-ce que ça aide en tant qu'arbitre dans le ring? Je peux pas dire que ça aide parce que c'est deux couloirs différents. Peut-être qu'inconsciemment on y pense, mais moi quand j'arbitre, chaque boxeur, chaque garçon que je vois, en plus ils sont différents. C'est plus non, je revois une nouvelle situation, je découvre quelqu'un d'autre et qui réagit, même si c'est à peu de choses près, mais qui réagit différemment. Donc, je ne sais pas si ça compte. Par contre, je culpabilise beaucoup quand j'ai laissé un combat aller trop loin. Et puis, parfois, je suis fier d'avoir laissé un combat se dérouler malgré le danger, malgré la dureté des coups, parce que c'est beau, parce que c'est ça. Et il faut toujours aussi laisser une chance s'il y a bien sûr l'adversité, s'il n'est pas dominé, voilà, s'il y a toujours, il faut laisser quand même une chance. Après, les arbitres aussi, ils sont différents. Chacun sa perception. Il y en a qui vont arrêter plus vite que d'autres. Il y en a qui vont laisser plus de chances au boxeur. On a vu avec Nordin Oumbali, l'arbitre, il a vu que, je sais pas si tu as vu le combat, l'arbitre, vu qu'il était sonné et puis il y avait justement la fin du round, donc il a laissé il a laissé le récupérer à Nordin, alors que d'autres arbitres, avec sa perception, il aurait pu arrêter et là on n'aurait pas crié au scandale non plus. Donc il y avait deux perceptions possibles, deux solutions. Moi, ce que je pense, et c'est à contrario de ce que les gens pensent, c'est que l'arbitre, même moi, il va faire tout, il va toujours faire l'erreur de laisser aller plus loin le combat. Pourquoi? Parce que l'arbitre, il a comme but, comme mission de diriger le combat, de permettre à un combat de se dérouler du mieux possible en respectant les règles. Mais à côté de ça, on lui demande de faire un travail qu'il fait, mais c'est pas son travail en fin de compte, si on regarde bien. C'est le travail du médecin, c'est le travail du physiologue, c'est le travail du coach. Mais il peut le faire aussi. Mais le travail de l'arbitre, ce que je ressens, c'est d'avoir la fierté de laisser un combat se dérouler et dans les limites de la puissance que l'adversaire peut supporter. Par contre,
de préserver la santé. Il va faire sa part, mais il n'a pas, comment dire, il n'a pas, il n'est pas l'entité complète pour faire ça. Et d'ailleurs, personne ne l'est. Mais je trouve que le coach, s'il pouvait être à côté du ring, pour avoir le coach et l'arbitre qui sont entre les deux côte à côte, ça serait plus au coach d'observer son boxeur et de l'arrêter. Et donc, ça c'est une chose. C'est-à-dire que, attention, hein, il faut bien comprendre qu'il y a c'est très nuancé, c'est un paradoxe, c'est que l'arbitre doit en même temps permettre au combat de se dérouler, donc d'encourager les boxeurs à boxer. Il est là pour ça. D'ailleurs, quand des boxeurs ne boxent pas, il doit même sanctionner, il peut donner un avertissement à un parce qu'il refuse de combat. Mais et à la fois arrêter le combat. Donc il est dans une dualité. Il faut comprendre ça. Et je pense que bien souvent, c'est la partie continuer le combat qui, comme réaction, comme réflexe, qui vient en premier. Même s'il doit boxer. Donc, il est partagé entre les deux. Moi, je sais que, par exemple, j'ai arbitré récemment des jeunes boxe éducatives. Il y en avait un qui était plus lourd que l'autre. Ils ont fait une exhibition qui était plus lourde à la pesée. Ils avaient pratiquement ils étaient dans les temps, mais je sais que sur le ring, le lendemain, il y en a un qui était beaucoup plus puissant. Mais ça boxait tellement bien que j'avais du mal à arrêter. Mais je voyais qu'il y en avait un à chaque fois qu'il prenait un coup, c'était des enfants, des jeunes, et qu'il était affecté. Et donc, je voulais arrêter. Je voulais dire, une autre fois, et tu as déjà montré ce que tu sais faire. Et je comptais sur les coachs qui savaient bien que ce combat était litigieux, qu'il fallait pas trop le faire, mais ils prenaient le risque. Et le coach ne l'a laissé aller au troisième round, au dernier round. Je pensais qu'il l'aurait arrêté. Et moi, je me dis, ça y est, je vais, là, si jamais il en prend une de plus, j'arrête. Et figure-toi que, chemin faisant, le plus faible, celui qui était dominé, il réagit et il commence à montrer ce qu'il sait faire. Et il va à droite, se déplace et il touche. Je ne peux pas me permettre d'arrêter le boxeur pendant qu'il est en train de montrer au public ce qu'il sait faire. Il est en train de donner presque une leçon à l'autre, mais je sais aussi qu'il risque d'en prendre une et de tomber. Ça n'a pas loupé. Et je m'apprêtais à l'arrêter. Je m'avance pour l'arrêter et je vois qu'il me montre ce qu'il sait faire. Eh bien, ça n'a pas loupé, il s'est pris un KO. Pendant 2-3 jours, j'ai pas dormi, je me disais, et bon, ça c'est pour l'anecdote. Et le président du club m'a dit, Claude, comment tu as pu laisser faire, etc. J'ai dit, mais c'est toi le plus près du boxeur, tu le connais. Pourquoi tu l'as pas arrêté puisque tu voulais. C'est son entraîneur qui t'a dit, c'est ça? C'est oui. L'entraîneur du boxeur. Alors, oui. ce qui là aussi, c'est très intéressant à parler de ça, parce que, en fait, avec Claude Lepoudou-Dato, par téléphone, on a parlé de ça, que c'est les entraîneurs, ils connaissent beaucoup. Un arbitre, il est neutre, ok, il connaît pas personnellement les deux boxeurs, il connaît pas à quel point ils sont prêts physiquement, combien est-ce qu'ils sont performants aux entraînements, et quand il arrive dans le ring, il les connaît pas. Et quand il dit, et on a parlé au téléphone, que c'est l'entraîneur, les boxeurs, c'est comme leur fils. Ils connaissent tout, comment les boxeurs respirent. Quand ils clignent des yeux 2 fois ou 3 fois d'affilée, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Il connaît tout. Et donc, de ce fait, donc, il est plus légitime pour l'arrêter avant l'arbitre. Et aussi, moi, je te coupe 2 secondes, et il est plus légitime aussi à le laisser continuer quand l'arbitre pense qu'il faut l'arrêter. Parce qu'il connaît aussi les capacités de récupération de son poulain. Vas-y, voilà, non, c'est pour aborder. Oui, non, mais après, si l'arbitre il veut l'arrêter, après l'entraîneur pourra rien faire. Et Claude, est-ce que tu as dans ton expérience en tant que arbitre,
chez les amateurs de haut niveau ou chez les professionnels, un cas où une anecdote un petit peu, j'allais dire croustillante. Il y a rien de croustillant, mais où est-ce que la santé était, chez les collègues, sans donner des noms, que c'était pas arrêté autant que et il y avait ça a frôlé les drames. Est-ce qu'il y avait des histoires comme ça? Ah oui, oui, j'ai vécu des situations, même cocasses. Alors bon, ça c'est un côté personnel. J'ai facilement des fous rires. Et c'est vrai qu'il y a des situations presque tragiques, mais qui restent en même temps comiques. Voilà, l'image est assez est comique. Par exemple, moi, j'ai arrêté un boxeur qui boxait en amateur, c'était à Nice, enfin, je me rappelle plus, et quand je l'arrête, je l'ai compté 3 fois, 2 fois, donc la troisième fois, bon, c'est pas pour dire que j'ai arrêté, et il me dit, en fait, mais c'est la façon, l'accent, je connais la boxe, moi. Et j'avais envie de rire parce que moi aussi j'aurais pu dire ça, mais et bon, une anecdote qui me revient, c'est pas la plus croustillante. La plus croustillante, euh, en fait, celle-là m'a beaucoup amusé. Mais j'avais envie de lui dire bon ben recommence, mais j'avais déjà arrêté. J'ai fait le compte de 8 à 8, on voit. Et mais la façon dont il m'a dit ça, et disant que moi je connais pas quoi. Et par contre, bon, il y a des situations, mais ça relève plus du règlement. Euh, bon, c'est pas anecdotique, c'est-à-dire que j'ai déjà donné l'avantage à un boxeur, alors qu'on m'a reproché de lui avoir accordé cet avantage. Alors, je t'avais dit au téléphone, c'est le cas d'un boxeur qui met un genou à terre. Souvent, dans le corps arbitral, on fait des raccourcis. Ah, avantage, tu as surtout enlevé le point d'un boxeur Voilà. qui Et fait automatiquement l'avantage l'adversaire. ce que je veux dire, c'est que, attention, hein, c'est que, en ce qui concerne le coach et l'arbitre, je dis pas que c'est au coach à prendre la décision. Hein. C'est à l'arbitre à prendre la décision parce qu'il est quand même au plus près du combat, il dirige. Mais sur ce point-là, il faut qu'il soit aidé par le coach, même en dehors du ring, par la pensée générale des officiels, qu'on mette l'accent là-dessus, la santé avant, quoi. Bon, mais on est influencé aussi parfois il y a des entraîneurs qui mettent la pression, ils sont violents, enfin, on est influencé. On a beau dire, bien sûr qu'on est dans sa bulle, on fait notre mission, mais on est quand même influencé, on entend. Bon. Alors, en ce qui concerne le décompte, je disais que un boxeur qui met un genou à terre, souvent le corps arbitral, eh bien, il fait un raccourci et il considère qu'il a perdu le round parce qu'il a posé un genou à terre, ce qui se comprend qu'il ait perdu des points parce que l'autre a mis la puissance, l'adversaire a quand même du mérite à l'avoir mis au tapis, il s'est exposé, quand on met la puissance, on s'expose, bon, ok. Mais quand ce boxeur se relève et qu'il rattrape son retard, et il a d'autant plus de mérite parce qu'il part de loin, il repart à zéro, de très loin, puisqu'il a été au tapis, il a un peu perdu le contrôle, le sens des... Voilà, le cadre même. Donc il revient. Et là, il faut lui donner aussi ses points. Il n'a pas perdu leur... Excuse-moi, mais dans ce cas-là, il y aura, s'il se relève, il domine à son tour, dans ce cas-là, il y aura égalité. Où il gagne. Où il gagne, parce qu'il a d'autant plus de mérite, oui, parce que, ou alors, il gagne, parce qu'il est affaibli. L'autre, il est affaibli et il remonte. Sinon, sinon, si on ne lui donne pas sa récompense, alors c'est comme un point bonus. C'est ça, tu veux dire, comme un point bonus, lui donner, vu qu'il était au plus bas, il n'était pas bien. Voilà, non seulement un point bonus, mais le point normal qui lui est dû,
Parce que si on ne le lui donne pas, à quoi bon? Moi, j'ai mis un genou à terre. Ah bon? On considère que on est en début de round, que j'ai perdu le round. Eh ben, je ne boxe pas. Je me balade, je me protège, je fais de l'anti. Voilà, tant qu'à faire, perdu pour perdu. Tandis que si je sais que je peux rattraper, que je serai noté en fonction de mes efforts, eh ben, je repars. Et la volonté, enfin, il y a quand même l'agressivité, tout ça, ça doit être noté. Et voilà. Et dans certains combats, on donne perdant carrément au boxeur pour aller plus vite. Le boxeur qui a été au tapis, eh ben, on dit, bon, ben, il a déjà perdu, quoi. Alors à quoi bon continuer jusqu'au 12e round si j'ai déjà perdu? Non. Ça, à part de mettre KO, à part de mettre l'autre KO. Dans le règlement, alors le règlement, c'est que quand tu mets un genou à terre, tu perds un point. Si tu perds ton combat, par exemple, tu le perds déjà 8, 10, 9, tu es à 9, eh bien, tu vas passer à 8, tu as déjà 2 points d'écart. C'est difficile à rattraper, je ne dis pas que c'est rattrapable, hein, mais le fait d'aller chercher à combler cet écart, c'est ça la boxe. En plus de l'aspect, je veux dire, de l'aspect sportif du jugement, qui est très personnel, pour moi, quoi. Je dis qu'il y a du mérite. Il y a autant de mérite à mettre l'adversaire au tapis, sinon plus que de rattraper son retard. Et important de rattraper, bien sûr, ouais. Voilà. Et ne voilà-t-il pas qu'on note plus facilement, largement, celui qui a mis au tapis, et on oublie de noter celui qui rattrape. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup quand même amélioré par rapport à il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années pour la sécurité des boxeurs. Je pense, parce que les arbitres ils sont plus vigilants qu'avant, même les entraîneurs et même les boxeurs eux-mêmes aussi, ils mettent plus souvent le genou à terre volontairement. Et il y a des médecins, enfin même s'il y avait à l'époque aussi des médecins. Et ce qu'il y a, on peut améliorer toujours, à ton avis, pour préserver la santé des boxeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On n'y pense pas. Oui, moi je pense qu'il faut que le cerveau, que le cou, les muscles qui accompagnent tout ça, même les jambes jusqu'aux orteils, soient préparés à amortir les coups. Il faut que le boxeur soit en bonne condition physique. Parce qu'un boxeur qui n'est pas en bonne condition physique, le coup aura plus d'impact sur lui. Si vous prenez un coup alors que vous vous y attendez, un coup puissant, vous pouvez l'amortir. Même instinctivement, l'organisme se défend. Mais si vous êtes endormi, par exemple, ça arrive souvent quand il y a des accidents de voiture, celui qui dormait, ben, il passe parce qu'il n'a pas eu de réaction réflexe, quoi. Donc, je pense que ça, ça c'est d'une part. Maintenant, au niveau purement, physiologique, au niveau médical, il y a des recherches qui ont été faites. Je sais que dans la Caraïbe, à l'époque, j'organisais des matchs de boxe en Martinique et j'avais reçu une invitation à un colloque et pendant une semaine, il y avait des médecins du monde entier qui se penchaient sur la question des dégâts dans le cerveau des boxeurs. Et le boxeur fédéral, le médecin fédéral qui était ici, en Martinique, il est allé, c'était payant, il est allé, c'était à Aruba, dans une île du Venezuela, et donc il m'a dit que c'était très enrichissant pendant une semaine ou 4 jours. Je sais pas, ils ont parlé de ça, et quand lui faisait la visite médicale, il a été très sévère, même avec moi en tant qu'organisateur. J'ai dû payer des sommes, par exemple, quand un étranger venait sans son scanner, avant on le faisait boxer. Eh bien non, en Martinique, il fallait que je lui fasse faire son scanner au laboratoire, faire le lavage d'œil, là, je sais pas comment ça s'appelle, le bain des yeux, là, enfin, un truc comme ça, pour voir s'il n'y a pas la rétine, s'il y a un problème. Et ça m'avait coûté très cher parce que c'était un étranger, il n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Mais je veux dire, le médecin
il était concerné. Il a appliqué le règlement. Il a exigé qu'il y ait l'oxygène, qu'il y ait le service des pompiers pour d'urgence, pour si jamais il y a un accident. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut mettre toutes les chances Je crois dessus. que à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Avant, c'était à mon époque, il y avait scanner du cerveau pour avoir renouveler sa licence. Fallait faire tous les 2 ans. Je crois que c'est tous les 2 ans. C'était et bah ou c'était l'oreille, les yeux, c'était tous les 2 ans. En tous les cas, il y a un des deux, c'était tous les une fois tous les 2 ans. Et bah, aujourd'hui, c'est tous les ans. Et c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Oui, c'est Pour bien. une année, on prend tel mot de coup, donc voilà. Et voilà. Après, on n'est jamais à l'abri d'un accident, malheureusement. Même si les normes de sécurité en boxe, c'est plus en plus drastique, hein, même si ça laisse boxer, c'est toujours aussi beau. Mais il y a quelques années, il y avait pas mal d'accidents et de morts, malheureusement, dans le ring. Mais ça reste un sport dangereux. Faut pas oublier. C'est un sport très très dangereux et on peut y rester dans le ring. Il faut pas oublier. La boxe c'est pas un jeu. Ça je dis aussi aux jeunes. Et c'est pas un jeu. Parfois aussi on dit il y a des jeunes qui boxent dans la rue, ils mettent les gants. Allez on va. Mais même là c'est dangereux. C'est encore plus dangereux, j'ai envie de dire, parce que on peut tomber et accident, la tête, taper la tête contre le mur, enfin, donc il faut faire attention. C'est pas un jeu. Avec un pote, on met pas les gants pour se tabasser. On peut, oui, avec des règles, si vous avez appris un peu la boxe, mais le jeu c'est autre chose. C'est pas la boxe. Là aussi, pourtant, on peut jouer aussi à la boxe. On peut jouer à la boxe, comme on joue voilà. On peut jouer aussi, mais voilà, c'est vraiment dans la subtilité, dans la nuance, quand ça devient sérieux. Euh, voilà, faut tout de suite savoir intervenir, se dire bon là on va trop loin. Et voilà, c'est ça. Mais c'est pas évident, hein. Mais je veux C'est dire pas évident. C'est pour du ça que je fait, dis. du fait que ça ne soit pas évident, parce qu'il faut permettre aussi à la boxe d'être aboutie. Je veux dire que quelqu'un qui ne va pas boxer parce que comme moi, eh bien, il y a peut-être plus une frustration toute sa vie, alors que s'il avait été jusqu'au bout, eh bien, il serait vraiment épanoui dans son plaisir, dans voilà, dans son ressenti. Simplement, au bout du compte, il faut des gens qui ont cette conscience du danger et de la protection de l'individu et de faire avec ce qu'on peut. Mais quand on voit qu'un boxeur, voilà, ça sert à rien, qu'il va prendre un coup de trop, quand on le voit, eh bien, on peut anticiper, quoi. Et ça, je reproche à beaucoup d'entraîneurs de ne pas avoir cette présence ça à l'esprit, quoi. Et puis, bon, après, même de déjuger un arbitre parce qu'il a arrêté trop tôt. Alors, ce qui fait que l'arbitre, après, sachant ça, ben, il va peut-être arrêter trop tard, hein. Non. Moi, je dis, même si on se trompe, eh ben, si on arrête un boxeur, on a raison. On a raison. Vaut Et mieux plus tôt que plus tard. oui. Je prends le cas de Wilder. Qui l'a arrêté. C'est très bien. C'est très bien. Après, c'est son entraîneur qui jette l'épaule. Oui. Je sais pas si l'arbitre arrête en même temps, mais peu importe, il a eu il a fait, Il s'est arrêté, ouais. Oui, l'entraîneur participe et je trouve qu'il a envoyé un message positif de la boxe au monde entier. Il a envoyé, en plus, c'est un ancien champion du monde. Bon, voilà. Oui, il voit le sang couler. Bon, c'est peut-être pas grave, mais quand on commence à saigner par l'oreille, en plus, c'est quelqu'un qui a des informations.
parce que si le sang commence à sortir de l'intérieur, pas de la peau, hein, de l'intérieur du corps, c'est qu'il y a une hémorragie quelque part, quoi. Enfin, et puis voilà, bon, ben, tout Wilder qu'il est, eh ben, il est un être humain, c'est un sportif X, et ce jour-là, bon, ben, c'est la loi du sport, il a été dominé, et il faut arrêter. Mais, et je dis, et Wilder, je suis sûr qu'il remercie, même s'il a critiqué, bon, c'est une réaction primaire, je suis sûr qu'il le remercie, comment il s'appelle, son entraîneur, j'oublie son nom, très bon boxeur. Bref. Et d'ailleurs, et voilà pourquoi, et là, il y a peut-être un combat, il y a une belle qui s'annonce grâce à l'arrêt du combat. Exactement. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une défaite? C'est juste un écrit sur un bout de papier. Ça ne change rien que tu aies gagné, tu as été dominé, tu as pris des coups. Tu aurais pu gagner même sur un coup, mais bon, tu as une défaite, c'est pas grave. C'est un peu grave. Par contre, tu es affecté. Et quand tu te retrouves dans la société, dans le civil, diminué, ça c'est grave. Ouais. Dis-moi s'il y avait une question que tu voulais que je te pose ou aborder un sujet et je l'ai pas fait. Non, c'est ça qui me. Bon, je pense que j'ai pas tout dit ou que j'ai pas dit ce que je voulais dire parce que j'ai pas noté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ce point-là de la protection du boxeur, c'est un point central. Plus que de boxer. De boxer, comme me disait un ami jamaïcain, Claude, boxing is the easy part of boxing. La boxe, c'est la partie facile de la boxe. Boxer, c'est la partie facile de la boxe. Mais tout ce que ça amène autour de la boxe, la condition physique, la préparation, pour moi, la meilleure protection, c'est la bonne condition physique. C'est pas la garde, hein. C'est la bonne condition physique quand on monte sur le ring, pour pouvoir déjà absorber des coups et puis remiser. La bonne condition physique, c'est la meilleure protection. On n'y pense pas parce que bon, c'est abstrait, tout ça, mais et ce que voilà, donc, et quand il me disait, Claude, boxing is the easy part of boxing, la boxe, c'est la partie facile de la boxe, ça veut dire qu'il y a tout un monde autour qu'on se penche dessus, et notamment bon, cette partie de la santé des boxeurs. C'est ce qui fait aussi la valeur, la singularité de la boxe par rapport aux autres sports. Parce qu'on est KO, on est sanctionné. Il n'y a pas de si j'avais donné ce coup-là comme au karaté, si je t'avais donné pour de vrai, tu serais mort. Non, le coup, il est donné pour de vrai. Et je n'esquive pas un coup qu'on a fait semblant de me donner, pour après, on me le donne. Maintenant, il faut que je l'esquive maintenant. Et c'est ça l'authenticité de la boxe. L'authenticité du ring, les cordes, l'authenticité du sportif, le short, la sueur, tout est à nu. on triche pas, là. donc de grâce, protéger en contrepartie pour compenser un peu. Claude, bah, sur ces jolis mots en disant la boxe, on ne triche pas. C'est une jolie phrase pour. On a fait un petit peu le tour, c'est ça. Et, et puis on peut aussi se voir et puis faire une autre vidéo sur un autre sujet. Ça serait avec plaisir. Oui, on pourrait parler de Wilder. Alors, rapidement. Les Poudato, je vous dis à bientôt. Un de ces jours. Bye bye. Et puis.